Georges Marchais, bonsoir. La dernière fois que vous êtes venu ici à Antenne 2 en soirée, c'était il y a 15 mois. À l'époque, vous étiez dans l'opposition. Depuis cette époque, beaucoup de choses ont changé. Vous avez maintenant 4 ministres communistes au gouvernement et malgré ça, eh bien, ça n'a pas suffi à enrayer le déclin de votre parti, si l'on en croit les résultats des dernières élections partielles. Alors, vous disposez d'une heure pour nous dire la vérité sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur du Parti communiste et pour nous donner votre point de vue sur les grandes affaires du monde. Vous nous direz aussi comment vous voyez la deuxième étape de la politique de François Mitterrand telle qu'il l'a définie hier au cours de sa conférence de presse. Vous avez donc une heure pour nous dire la vérité. Vous serez aidé dans cette tâche et vous serez stimulé par 4 journalistes et par le public. Alors Philippe Harrouard, chef du service politique d'Antenne 2, se trouve à SVP où il reçoit les premiers appels des téléspectateurs qui peuvent continuer à appeler SVP 1111, 787 1111. Mais avant d'aller à SVP, Georges Marchais, vous allez devoir affronter 3 journalistes qui sont ici présents dans ce public qui nous entoure et dont jusqu'à présent je vous ai caché les noms. Ils viendront vous interroger successivement dans l'ordre que vous allez maintenant choisir en tirant au sort une de ces 3 cartes que je vous tends. Alors vous lisez à haute voix le nom. Christine Claire, Le Figaro Magazine. Alors Christine Claire vient s'installer ici. Christine Claire, Le Figaro Magazine. Et dès qu'elle sera assise, alors le chronomètre va partir. Et alors, je donne 2 mots d'explication. Le chronomètre va partir maintenant. Et à la 14e minute de chaque quart d'heure, puisqu'elle va vous interroger pendant un quart d'heure, eh bien vous aurez un petit signal sonore comme ceci, vous voyez ? Écoutez, voilà. Alors vous saurez que le quart d'heure se termine. Entendu ? Alors Christine Claire au départ, top chronomètre. Bonsoir Monsieur Marchais. Je crois Bonsoir. que vous arrivez tout de suite d'une grande manifestation anti-Israël au cours de laquelle on a crié des slogans Israël hors Liban, Mitterrand complice. Alors je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ces slogans et qu'est-ce que vous feriez dans ce conflit du Liban à la place du chef de l'État, si vous étiez à sa place. Tout d'abord, j'ai dit pas ça pour me dérober, j'ai dit ça pour la vérité. Je n'étais pas à la manifestation puisque je me préparais à cette émission, mais ce qui est vrai, c'est que... au journal que vous étiez. Oui, mais ce qui est vrai, ça change rien. Si j'avais pas eu l'émission, j'aurais participé à la manifestation. Le Parti communiste soutenait cette manifestation. Évidemment, il y avait beaucoup d'organisations et il y a des mots d'ordre avec lesquels je ne suis pas d'accord. Par exemple, que la politique de M. Begin soit une politique criminelle, c'est incontestable. Mais dire François Mitterrand complice, c'est pas juste. Compte tenu qu'hier, lors de sa conférence de presse, François Mitterrand a condamné l'intervention israélienne au Liban. Vous êtes content de lui alors? Je suis satisfait de cette prise de position qui marque la fermeté parce que il est incontestable que la politique de M. Begin au Moyen-Orient, et en particulier l'invasion du Liban, non seulement peut avoir des conséquences dramatiques pour l'avenir du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'extension de la guerre, mais je dis qu'elle est dramatique pour Israël et pour le peuple israélien lui-même. On ne peut pas provoquer impunément les peuples comme le fait M. Begin. Et la lutte des Palestiniens est une lutte juste, et nous la soutenons. Qu'est-ce que devrait faire la France? Il lutte pour, c'est ce qu'a dit également le président de la République, ils luttent pour la reconnaissance d'un État. Ils veulent un État, ils veulent une patrie. Par conséquent, il n'y a pas de divergence entre la politique du président de la République et la politique qui est la nôtre dans cette affaire. Je dois dire que nous exigeons le cessez-le-feu, le retrait immédiat des troupes israéliennes du Liban. J'ajoute qu'on ne peut pas demander le retrait des Palestiniens. Les Palestiniens sont au Liban en accord avec le gouvernement libanais. Et secondement, les Syriens sont également au Liban en accord avec le gouvernement libanais.
Par conséquent, le seul retrait, c'est celui des Israéliens. Bien. Est-ce que vous êtes aussi satisfait du président de la République en ce qui concerne les relations avec les États-Unis et l'Alliance Atlantique? Vous savez peut-être que je l'ai interrogé sur ce sujet hier et je lui demandais s'il pensait que c'était à lui que vous faisiez allusion dimanche au Congrès des jeunesses communistes lorsque vous avez dénoncé ceux qui bradent nos usines et ceux qui livrent la France à Reagan. Il m'a dit qu'il pensait que non, mais que néanmoins vous faisiez certainement une confusion, la même que moi d'ailleurs, parce que vous aviez tendance à confondre l'Alliance Atlantique avec le commandement intégré à l'OTAN. Alors, oui ou non, êtes-vous satisfait de la politique actuelle de la France vis-à-vis de l'Alliance Atlantique, ou considérez-vous toujours que M. Mitterrand est un atlantiste flamboyant? Je pense que vous avez fait une confusion, pour ce qui vous concerne, par rapport à mon discours d'Ivry dimanche, à la jeunesse. Je n'ai pas dit ce que vous avez dit hier. À la conférence de presse, je vous ai entendu. Vous n'avez pas dit, je l'ai lu dans l'Humanité, pourtant. Ouais. Mais vous avez lu avec des lunettes déformantes. Parce que j'ai simplement dit deux choses. C'est que, d'ailleurs, le président de la République m'en a donné acte. J'ai l'impression que dans la première partie de son exposé, après votre question, il avait sans doute été troublé par votre question. Il a pensé que peut-être vous aviez posé justement la question. Et il a corrigé à la fin. À la fin, il a dit Georges Marchais ne peut pas se tromper sur la position de la France par rapport à l'organisation. Ce n'est pas à lui que vous faisiez allusion. Mais ça, je vais venir. Alors, réglons d'abord la question de l'OTAN, d'abord. Mais François Mitterrand sait très bien que Georges Marchais ne pouvait pas se tromper sur cette question. Pourquoi? Mais parce que lorsque le général de Gaulle a décidé le retrait de la France de l'organisation militaire, nous appartenons à l'Alliance. Comme a dit François Mitterrand, c'est juste. Mais le retrait de l'organisation, du directoire, de l'organisation militaire par le général de Gaulle a été approuvé par le Parti communiste français. Et pour une raison très simple, c'est parce que nous, il y avait des années et des années que nous luttions pour cet objectif. On pourrait en venir à la question actuelle, parce que comme vous savez, je ne dispose que d'un quart d'heure. Nous luttions pour cet objectif. Et j'ajoute que François Mitterrand a confirmé hier qu'il était tout à fait exclu que la France réintègre l'organisation, l'OTAN, l'organisation militaire. Donc, par conséquent, pas de confusion. Alors, j'ai parlé effectivement dans mon discours d'Ivry de ceux qui sont prêts à brader la France aux États-Unis. Commençons par les usines. Et à Reagan. Parce que vous avez parlé des usines. Est-ce que vous êtes satisfait de l'augmentation des investissements américains en France? Non, finissons la question, parce que je tiens à vous dire qui je visais. Il a vu juste, le président de la République. C'est pas François Mitterrand que je visais avec mon discours d'Ivry. Je visais la droite française, prise dans son ensemble. C'est pas elle qui est au pouvoir. Mais plus précisément, je visais Chirac, le RPR. Le Canuet, c'est pas la peine d'en parler. Tout le monde sait que le Canuet, tout le monde sait que le Canuet est un atlantisme depuis toujours. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant aujourd'hui, c'est de voir le RPR qui se réclame du gaullisme et Chirac qui se réclame du gaullisme être reconnu aujourd'hui officiellement par M. Reagan comme étant le chef de l'opposition. Il lui a rendu, me semble-t-il, une visite symbolique à l'hôtel de ville. Très mauvais, à mon sens, pour Chirac. Il a déjà une mauvaise image de marque aux yeux des travailleurs. Il soutient. Qu'est-ce qu'il y a de honteux là-dedans? Il y avait bien des ministres communistes au dîner. Comment? Il y avait bien des ministres communistes au banquet de Versailles pour accueillir M. Reagan. Nous participons au gouvernement. Ah bon, alors vous avez le droit d'accueillir M. Reagan, vos ministres, parce que vous ne l'avez pas accueilli. Mais Jacques Chirac n'a pas le droit. Chirac a tous les droits. Mais je considère que la visite que lui a rendue Reagan à l'hôtel de ville, et en le désignant comme le chef de l'opposition, et quand on connaît la politique de Reagan, au fond c'est la même. Politique d'austérité, politique de mise en cause des avantages sociaux des travailleurs. Or, actuellement, Chirac, qu'est-ce qu'il fait? Il soutient, après avoir soutenu la direction de Citroën, il soutient la direction de Tabbeau. À l'Assemblée nationale, il s'oppose aux droits nouveaux des travailleurs. Par conséquent, on peut dire que, pour reprendre une phrase célèbre de mon ami Jacques Duclos, Reagan, Chirac, blanc bonnet, bonnet blanc. Bien. Alors je voudrais revenir à François Mitterrand et à ce problème de l'atlantisme. Quand vous accusiez autrefois Giscard d'Estaing d'être trop atlantique, il y avait deux points. Il y avait la question des investissements américains en France, et puis il y avait d'autre part tous les problèmes d'armement. Vous étiez contre le fait qu'on ne s'oppose pas à l'installation des fusées Pershing en France, et vous étiez contre la bombe à neutrons. Or,
Depuis que les socialistes sont au pouvoir, les investissements américains augmentent, et non seulement ils augmentent, mais on ouvre les portes aux Américains. On a fait un colloque pour les patrons américains au cours duquel 8 ministres se sont présentés. Vous savez comme moi que Ford s'installe à Bordeaux, que Hewlett-Packard s'installe à Lyon, que Xerox s'installe à Lille, enfin ça se multiplie. Bon, alors... Cette politique suivie par les socialistes n'est plus atlantique alors que la même politique autrefois était trop atlantiste? Mais je ne vois pas ce qu'il y a dans la politique extérieure de la France actuellement qui aille dans le sens de ce que vous dites. Nous avons conclu avec le Parti socialiste un accord qui a pris en compte évidemment les options sur lesquelles François Mitterrand a été élu. Et cet accord dans le domaine de la politique extérieure, il repose sur quoi? Il repose sur une série d'idées. Tout d'abord, la lutte pour la dissolution des blocs militaires. Nous sommes fidèles, nous, à cette politique-là. Et je ne vois rien actuellement dans la politique du gouvernement français qui aille dans le sens d'un renforcement des blocs militaires. Bien, nous nous sommes mis d'accord pour une politique de désarmement. Bien. En troisième lieu, le fait que le président de la République se soit prononcé pour la bombe à neutrons. Faut jouer le jeu. Vous posez votre question, il faut écouter la réponse. Vous parlez de la bombe à neutrons. Qu'est-ce qu'il a dit le président de la République hier? Il a dit, nous pouvons construire la bombe à neutrons. Mais il a dit, nous n'avons pas décidé de le faire. Nous n'avons pas pris la décision de le faire. Nous nous sommes opposés à la bombe à neutrons. Mais il n'y a actuellement aucune décision concernant sa construction. Maintenant, concernant les investissements américains en France, bien évidemment, nous critiquons vivement la politique américaine. Mais je crois que le président de la République, que j'avais d'ailleurs rencontré avant le sommet de Versailles, j'ai constaté de nombreuses concordances avec lui sur ces questions-là. Et il ne se faisait pas trop d'illusions d'ailleurs sur l'issue du sommet de Versailles. Nous savons le rôle néfaste que joue le dollar à 6 francs 28, 6 francs 30. Nous savons le rôle néfaste que jouent les taux d'intérêt américains. En définitive, la politique actuelle que nous menons, nous, de relance de l'économie, c'est-à-dire de lutte contre le chômage, elle se heurte complètement à la politique américaine, qui est une politique de développement du chômage, d'abaissement des droits sociaux des travailleurs, et tout ça, pourquoi faire? Pour amener l'inflation à un taux de 7%. Par conséquent, je pense, mais c'est logique, vous êtes en train de faire un procès à la politique actuelle du gouvernement français. Cette politique-là n'est pas celle que vous dites. Le président de la République vous avait prévenu qu'il irait au dîner d'ouverture de la session de l'automne? Oui, il m'en avait parlé. Et il m'a confirmé que, contrairement sans doute à certaines spéculations, avait-il dit, elle n'a pas du tout, comme je ne révèle pas un secret, parce que je trouve que dans sa conférence de presse d'hier, il a été très clair, ça n'a pas du tout, la présence du président de la République hier soir à Bonn, au repas offert par le président de la République fédérale allemande, n'a pas comme signification une réintégration de la France dans l'organisation militaire intégrée de l'Alliance Atlantique. Nous appartenons à l'Alliance, pas à l'organisation militaire. Donc sur ce point aussi, vous êtes satisfait du président de la République? Je suis satisfait. Écoutez, Christine Claire, soyons clairs. J'ai été à la bataille de l'élection présidentielle avec un programme, avec une politique. Je considère que celle que j'ai proposée, c'était la meilleure. Elle a reçu l'appui de 4,5 millions de Français. 4,5 millions, c'est 1 million si on prend en compte législatives et élections présidentielles. Il y a donc des forces importantes qui ont soutenu mon programme et ma politique. Et ces forces ont été décisives pour battre Giscard et faire élire François Mitterrand. Cela étant dit, c'est pas ma politique qui a reçu l'appui de la majorité des Français. Par conséquent, comme je suis un démocrate et que mon parti est un parti démocratique, nous avons conclu un accord sur la base de ce que veulent les Françaises et les Français. Et nous travaillons au gouvernement à la mise en œuvre de cette politique-là. C'est par rapport à cette politique-là qu'il faut se déterminer en essayant, naturellement, d'avancer, d'aller de l'avant. Alors le soir de l'élection présidentielle, justement, vous étiez un peu déçu, évidemment, et vous avez dit les électeurs ont voulu faire une expérience, on va faire en sorte que cette expérience soit pas trop dure pour eux, mais il n'y a aucune réforme dans le programme de François Mitterrand qui permette de sortir réellement ce pays de la crise. Alors, votre jugement d'alors se trouve infirmé. J'ai pas dit ça le soir de l'élection. Vous avez dit pratiquement ça. Je pourrais vous relire vos déclarations si vous voulez. Le soir de l'élection présidentielle. Oui. Non, le soir de l'élection. Le soir du premier tour. Mais que j'ai une opinion sur ce qu'a été le programme de François Mitterrand durant la campagne présidentielle, c'est un fait et je l'ai dit.
Cela étant dit, les Français ont choisi. Et nous avons considéré, lorsque nous avons fait le bilan avec le Parti socialiste, entre le Parti socialiste et le Parti communiste, que dans les 110 propositions de François Mitterrand, et dans mon programme, il y avait suffisamment de convergence pour que nous participions en France à la gestion des affaires du pays et que nous essayions de sortir le pays de la crise. C'est ce à quoi nous sommes attelés, c'est-à-dire résorber le chômage, réduire l'inflation, résoudre les grands problèmes qui sont posés par la crise de la société à notre peuple. Alors, évidemment, je continue de penser, pour ma part, que les solutions que j'ai avancées durant la campagne électorale, et je pense que l'expérience, la pratique le montrera, je pense que certaines de mes propositions auraient été plus efficaces. Je pense d'ailleurs, je trouve, dans les propos actuels du président de la République, dans sa conférence de presse d'hier, qui est fidèle à ce qu'a été sa campagne électorale, mais je trouve des propositions qui me satisfont pleinement. Par exemple, j'ai fait un discours à Ivry il y a 2 semaines en faisant 3 propositions dans le domaine de l'économie, mais je ne veux pas développer parce que je présume qu'il doit y avoir un journaliste économique et que ce n'est peut-être pas votre tâche, mais je pense, dans ce discours... Il n'y a pas de partage des tâches. Il n'y a pas de partage, donc j'y vais, j'y vais. Donc, vous pouvez relire ce discours d'Ivry que j'ai fait, pas la jeunesse, l'autre, 2 semaines avant, vous trouverez trois grandes propositions. D'abord, je demande une gestion plus rigoureuse des entreprises et de l'État lui-même. Il me reste juste une petite question. Dernière question. J'avais noté ne pas oublier de lui souhaiter son anniversaire, parce que j'ai vu que vous avez eu 62 ans il y a 3 jours. Le 7 juin. 7 juin. Je voulais vous demander si la Pravda vous avait souhaité votre anniversaire comme elle l'avait fait il y a 2 ans. Je ne lis pas le russe. Et Brejnev nous a Et je ne lis pas la Pravda. Et je n'ai reçu aucun message en dehors de prendre l'apéritif à l'issue du bureau politique. Nous avons décidé depuis quelque temps de supprimer les anniversaires au Parti communiste français. Nous fêtons l'anniversaire chez nous comme le font les travailleurs dans les entreprises et les employés dans leurs bureaux. Voilà. Mais je n'ai pas reçu non plus de bons vœux d'anniversaire du Figaro. Hein. Bon, alors on attaque le deuxième quart d'heure. Alors vous tirez au sort de nouveau votre tortionnaire. Jean Boissonnat, l'expansion. Jean Boissonnat, l'expansion. Alors, Jean Boissonnat, qui doit être ici dans le public, va venir s'installer. Et Jean, je vais vous demander de vous mettre d'installer votre siège face au micro, et non pas comme l'était Christine Claire. Voilà. Déplacez un petit peu votre siège pour être dans l'axe de M. Marchais. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà. C'est comme chez le dentiste, mais c'est le médecin qui change ici. Alors, deuxième quart d'heure parti. Monsieur Marchais, on peut enchaîner sur ce que vous venez de dire, parce que je crois que ce que vous pensez de la politique économique du gouvernement intéresse tous les Français, pas seulement ceux qui ont voté pour vous. Aujourd'hui, vous êtes en charge des affaires de la France. Pour vous, votre parti, mais c'est pareil. Il y a quelque temps tout de même qu'au Parti communiste, on a cessé de pratiquer le culte de la personnalité. Donc, une politique a été conduite par ce gouvernement auquel vos ministres participent. Elle a obtenu des résultats et des échecs. Hier, le président de la République a fait une sorte de bilan et il a annoncé une deuxième phase. Et dans ce bilan, il a reconnu que par rapport aux objectifs qu'il s'était fixés, notamment en matière de croissance de la production, qui est tout de même la meilleure façon de lutter contre le chômage, il avait eu des déceptions. Il a parlé d'une croissance d'autour de 2%, et j'imagine que, et vous-même, et lui, espériez que les mesures qui avaient été prises l'année dernière aboutiraient à de meilleurs résultats. Alors je voulais vous demander quelle est votre propre analyse sur les raisons pour lesquelles ces résultats que vous espériez l'un et l'autre, même si vous auriez pris des mesures un peu différentes, comme vous l'avez dit, pourquoi cet échec relatif? Et compte tenu de cet échec relatif, que faire pour s'attaquer à ce que vous venez d'annoncer comme les objectifs, je crois, qui seraient ceux de n'importe quel gouvernement, lutter contre le chômage et lutter contre la vie chère dans ce pays? Quelle est, pour vous, la raison principale pour laquelle vous n'avez pas pu atteindre les objectifs qu'ensemble, votre parti et le Parti socialiste souhaitaient atteindre quand ils sont arrivés au pouvoir? Tout d'abord, quand vous dites nous sommes en charge du gouvernement, oui, nous sommes au gouvernement, nous y sommes en assumant pleinement et totalement nos responsabilités, mais naturellement dans les limites
de notre propre influence, n'est-ce pas? Nous avons 4 ministres sur 40, et nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et est-ce que ces 4 ministres ont fait tout ce qu'ils voulaient faire? Ils ont fait leur devoir. Il n'est pas... je ne dis pas ça pour me dérober, je dis ça parce que, par honnêteté, n'est-ce pas, pour les Françaises et les Français. On ne peut pas me demander aujourd'hui d'influencer la politique gouvernementale comme si nous étions à égalité de force. Bien. Alors, cela étant dit... Si vous n'étiez pas d'accord, vous vous en iriez. Ah, évidemment, évidemment. Évidemment, si nous n'étions pas d'accord, nous partirions. Mais il n'en est pas question. Quand vous présentez le bilan que vous faites, d'ailleurs, le président de la République n'a quand même pas été aussi dur que vous l'êtes vous-même. Il n'a pas parlé d'échec, le président de la République. Il a parlé de deuxième étape. Bon, et c'est vrai que, par exemple, pour ce qui concerne la croissance, que nous espérions aux environs de 2,5%, peut-être nous serons plus près, probablement plus près de 2 que de 2,5%. Mais cela ne veut pas dire que c'est un échec. Il faut quand même juger de la politique économique et sociale autrement que vous ne venez de le faire. Par exemple, le chômage. Nous avons réduit de moitié la progression du chômage. Ce qui est vrai, c'est que maintenant, en ce moment, elle ne se réduit plus. Mais nous l'avons quand même réduite de moitié. Le rythme de progression. Le rythme de progression. Oui, je voudrais là, peut-être, si vous le permettez, un simple mot pour éclaircir un débat qui est un débat... Mais j'aurais bien répondre à votre question. Oui, non, mais je ne veux pas vous en empêcher. Mais sur le problème du rythme du chômage, parce que souvent, nous-mêmes, journalistes, on a du mal à s'expliquer, à se faire comprendre là-dessus. On peut raisonner en pourcentage, et vous avez raison. Sous le précédent gouvernement, à la fin, le chômage s'est accru de 25% dans une année. Avec vous, il s'accroît de l'ordre de 15%. Donc il s'accroît moins vite en pourcentage. Mais je fais observer... C'est un succès, ça. Non, mais attendez. Je fais observer qu'un raisonnement en pourcentage n'est pas convaincant. Parce qu'un pourcentage ne s'applique pas au même chiffre. Quand le précédent gouvernement était là, la croissance s'appliquait à un chiffre inférieur. Si bien que si l'on compte les chômeurs, non pas en pourcentage, mais en nombre, le nombre de chômeurs supplémentaires en 12 mois d'action du gouvernement de la gauche, le nombre d'accroissement est identique à quelques centaines près à ce qu'il a été dans les 12 mois précédents. Je ne m'en réjouis pas, et vous non plus. Mais c'est simplement pour dire qu'il faut bien distinguer... Monsieur Bossonda... Non, mais c'est pour éclairer le débat. Attention, oui, mais il ne faut pas que ce soit votre quart d'heure, parce que sinon il ne sera pas éclairé du tout, le débat. Alors... je crois que il faut voir les choses clairement. Sous Giscard, son septennat, le chômage a été multiplié par 4. Ça, c'est la réalité. Et avec le gouvernement actuel, nous avons réduit de moitié la progression du chômage. Que vous me disiez que c'était insuffisant, ça, j'en conviens, je vais y venir. Mais nous n'avons pas fait que cela. Nous allons quand même avoir une croissance, elle n'est pas ce que nous voulions, à 2,5% au moins. Mais elle va quand même être légèrement supérieure à 2%, alors que dans tous les autres pays, c'est le contraire. Vous le savez bien. Ensuite, nous avons quand même pris un certain nombre de mesures sociales. Je ne développe pas, nous n'avons pas le temps. Ensuite, nous avons procédé à de grandes réformes qui nous donnent maintenant les outils pour procéder à la mise en œuvre réelle de la politique que nous voulons faire. Et qu'est-ce que c'est, ces outils? C'est en premier lieu les nationalisations des secteurs industriels et banques et crédits. En second lieu, c'est la décentralisation. En troisième lieu, c'est les pouvoirs, les droits nouveaux que nous donnons aux travailleurs. Nous considérons donc que nous avons maintenant des éléments qui vont nous permettre de passer à cette deuxième étape et d'être plus offensifs. Alors, cela étant dit, nous avons rencontré des obstacles. Le président en a parlé hier, c'est incontestable. Les dégâts sont considérables, et vous le savez très bien. En second lieu, nous ne nions pas, nous, la crise internationale, la crise mondiale, et ses retombées. Nous disons, elle est avant tout nationale. Mais c'est vrai que la politique américaine, je l'ai évoqué tout à l'heure, les taux d'intérêt américains, le dollar au prix il est, nous compliquent les choses. Il est un autre élément qu'il faut prendre en considération. C'est l'attitude du patronat français, qui n'investit pas. La droite française ne se... Pourquoi il n'investit pas? Mais elle mène la lutte politique, cette droite. Qu'est-ce que vous croyez? La droite française... Si elle pouvait gagner de l'argent en investissant, pensez-vous qu'elle n'investirait pas? C'est-à-dire qu'elle perdrait de l'argent pour vous faire plaisir? Mais elle ne perd pas d'argent. Elle a choisi une autre voie.
La droite française n'investit pas comme elle devrait, le patronat français. Il n'investit pas. Ce que j'ai voulu dire là, c'est que la droite ne se contente pas de mener la lutte politique contre le gouvernement de la gauche, par les discours de messieurs de Canuet, Chirac et consorts. Mais je dis que le CNPF intervient directement contre la volonté des Français, contre le gouvernement qui est en place, par exemple, en n'investissant pas. Alors quel est le résultat de cette politique-là? Par exemple, cela conduit à des importations abusives. Des importations abusives qui mettent la balance du commerce extérieur en difficulté. Il y a donc à la fois des obstacles qui proviennent de l'extérieur, des retombées de la crise, et des obstacles qui proviennent de l'intérieur, de l'attitude du patronat français. Et c'est la raison pour laquelle je dis, parce que c'est vrai, nous ne sommes pas satisfaits, et nous les communistes, je dirais en particulier, qui avons fait du problème de la lutte contre le chômage et de la lutte pour le maintien du pouvoir d'achat et contre l'inflation, des objectifs prioritaires, nous ne pouvons effectivement pas être satisfaits de la situation qui existe maintenant. C'est pourquoi j'en aurais terminé, je suis content d'avoir entendu le président de la République d'hier, et nous attendons maintenant, c'était le sens de mon discours d'Ivry, des mesures concrètes, efficaces, n'est-ce pas, pour la relance de la croissance, pour les investissements, et quand je vois qu'on va donner 25 milliards au secteur public, je crois que ça va nous permettre d'avancer dans la bonne voie. Deux questions là. Vous avez parlé des nationalisations. Or, le gouvernement a débattu hier du problème de la sidérurgie. Il a décidé d'y investir plus de 20 milliards en 4 ans. Énorme. Et en même temps, il a reconnu qu'il faudrait supprimer entre 10 et 15 000 emplois. Donc le fait de nationaliser, le fait de mettre beaucoup d'argent dans un secteur comme celui-là, lourd, n'empêche pas de supprimer des emplois. Donc, quelle garantie avez-vous que la nationalisation de la sidérurgie et d'autres entreprises vont permettre de créer des emplois, alors que le premier plan que l'on nous annonce sur la sidérurgie n'annonce pas des créations, mais des suppressions d'emplois? Je vous fais d'abord observer, pour ce qui concerne la sidérurgie, que pendant des années et des années, sous le précédent septennat de Pompidou, Georges Pompidou, sous le septennat de M. Giscard d'Estaing, vraiment, c'est un paillet percé, ces patrons de la sidérurgie. Je parle des chiffres. 13 milliards en 2 fois. Oh, beaucoup plus que ça, beaucoup plus. C'est là où plus de sansonner, parce que vous dites. Beaucoup plus que ça. On veut bien croire qu'il y a eu des erreurs de commises. Non. Attendez. Les précédents gouvernements ont donné des fonds publics d'une manière colossale. Bien. Or, le gouvernement actuel, il se fixe l'objectif 26 millions de tonnes. Hein, 26 millions. 26 millions de tonnes. C'est notre objectif. C'est le vôtre. Non, c'est l'objectif actuellement. 26 millions de tonnes. Et pour ce qui concerne, avec naturellement les investissements dont vous avez parlé, l'aide publique dont vous avez parlé, qui est tout à fait normale, nous sommes pour l'aide aux entreprises publiques d'abord, c'est évident. Mais nous ne sommes pas opposés à l'aide aux entreprises privées. Nous posons une condition aux entreprises privées. C'est que l'aide financière, les fonds publics, servent à créer des emplois. Là, alors, pour ce qui concerne la sidérurgie, pour le moment, il n'est pas question de 15 000 licenciements, comme vous parlez. Non, réduction d'emploi, pas licenciement. Oui. Il n'est pas question de 15 000... Non. Vous avancez des chiffres sur lesquels vous ne pouvez pas vous appuyer sérieusement à partir d'une décision gouvernementale. Ce qui est probable, c'est qu'il va y avoir, du fait de la réduction de la durée du travail, des départs en retraite, il est possible qu'il y ait la réduction d'un certain nombre d'emplois, mais pas d'une manière aussi importante que vous le dites. En tout cas, ce gouvernement, il va quand même avoir un avantage, c'est qu'il va relancer la production d'acier dans notre pays, alors que sous Giscard, nous sommes allés à la situation catastrophique que nous connaissons aujourd'hui. Oui, est-ce que s'il devait y avoir 10 000 suppressions d'emplois au cours des 4 prochaines années dans la sidérurgie, vous considéreriez que vous auriez pu votre place dans ce gouvernement? Vous voulez absolument qu'on parte? Ah non. Pourquoi vous voulez qu'on parte comme ça? Nous sommes bien, là. Nous sommes bien. J'en suis heureux pour vous. Nous sommes bien. Je vous pose une question. Nous jouons un rôle. Il n'est pas question... Écoutez, il y a une question fondamentale qui est posée, qui déterminera notre attitude. C'est, j'ai expliqué tout à l'heure, les choses sont claires pour les Françaises et les Français. Nous sommes engagés au gouvernement pour la mise en œuvre de la politique qui a été voulue par la majorité des Français. Il ne faut pas nous en demander plus, à nous. Si on en voulait plus, il fallait voter davantage pour nous.
Nous agissons dans le cadre des forces qui nous ont été données à l'Assemblée et au gouvernement. Par conséquent, nous travaillons efficacement dans ce sens-là. La seule question qui pourrait se poser, pour que nous quittions le gouvernement, là où la question pourrait se poser, c'est dans l'hypothèse où le président de la République et où le Parti socialiste ne tiendrait pas le cap sur la politique voulue par les Français le 10 mai. C'est seulement là qu'il pourrait se poser une question. Or, je vous fais observer que contrairement aux spéculations de la presse et des journalistes, pas de vous, j'ai dit la presse et les journalistes, en règle générale. Merci. Mais vous le savez qu'il y a eu un débat à partir des propos de tel ou tel ministre, etc. Le président de la République, hier, a confirmé le cap. C'est-à-dire, le cap, c'est le 10 mai. Et nous travaillons à partir de la politique voulue par les Françaises et les Français le 10 mai. Nous avons un accord sur cette base. Tant que nous resterons sur ce chemin-là, et tout ce que nous ferons pour aller plus avant dans cette voie-là, aura l'appui et le soutien du Parti communiste français. Oui, mais le cap, c'est bien le cap, c'est un objectif politique global, mais ça se teste à des résultats concrets, ça se mesure. Les travailleurs, ils comptent leur pouvoir d'achat à la fin du mois, ils regardent s'il y a des emplois nouveaux, évidemment. Ils regardent si la vie chère est moins forte. Mais vous avez parfaitement raison, Boissonnat. C'est pourquoi, par exemple, la semaine dernière, et je trouve dans les propos du président de la République comme un écho à ce que j'ai dit moi-même, c'est-à-dire qu'on pense dans le même sens. Je dis plus de rigueur dans la gestion des entreprises, y compris au niveau de l'État. C'est-à-dire en finir avec les gâchis que nous connaissons, etc. Je passe. Vous avez un exemple? Deuxièmement, écoutez, les gâchis financiers, ils sont énormes. Vous avez des entreprises, on continue ici à casser les entreprises ici pour investir à l'étranger. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples. Et vous en connaissez autant que moi. Prenons-en un. Deuxièmement, attendez, non, je vais aller au bout de mon raisonnement. Est-ce que Renault a raison d'investir aux États-Unis? Renault a raison d'investir aux États-Unis dans la mesure où ça ne le conduit pas à atténuer en quoi que ce soit le rôle que doit jouer cette entreprise nationale en France. Vous savez, l'argent qui sera aux États-Unis. Attendez, sera pas on en a France. une minute. Mon deuxième propos, c'est la reconquête du marché intérieur, que j'ai évoqué tout à l'heure avec Christine Terre. Et mon troisième propos, c'est de dire il faut plus de justice sociale. C'est pourquoi nous demandons l'élèvement du pouvoir d'achat des petits et moyens salaires, le maintien du pouvoir d'achat pour tous les salariés qui sont couverts par les conventions collectives, mais en même temps, nous demandons... Quel chiffre? Vous dites nous ne fixons pas de chiffres. Nous disons tous les salariés couverts par les conventions collectives. Nous n'avons pas fixé de chiffres. Mais nous demandons ensuite que les impôts sur les hauts revenus soient relevés de la même façon qu'il faut revoir l'assiette pour les impôts des grandes sociétés. Par conséquent, vous voyez, nous faisons des propositions. Un dernier mot, est-ce que vous êtes pour ou contre le blocage des prix? Je pense qu'il faudra y venir. Merci. Quand vous dites que vous êtes pour la solidarité, vous approuvez le président de la République quand il a dit hier que tout le monde devra payer, et pas seulement les riches? Mais il faut s'entendre là-dessus. Non, tout le monde devra payer. Vous voulez quand même pas demander à un smicard de payer. Vous voulez pas demander à un ouvrier professionnel qualifié qui gagne 450 ou même 500 000 anciens francs par mois de payer. Ce ne sont pas les petits et moyens salaires qui doivent payer. Ceux qui doivent payer, c'est les hauts revenus. C'est pourquoi j'ai dit et je maintiens, maintien du pouvoir d'achat pour les salariés couverts par la convention collective ou les statuts, mais pas pour les autres. Et je dis augmenter les impôts pour les hauts revenus et l'assiette, pour revoir l'assiette pour les sociétés. Vous êtes d'accord pour que les fonctionnaires participent au financement de l'assurance chômage? Non, je ne suis pas d'accord. Alors voilà votre troisième interlocuteur. Je ne suis pas d'accord, mais nous faisons d'autres propositions. Si j'en avais le temps, mes propositions, ils sont sérieuses, mais peut-être nous allons voir avec... Alors attaquons le troisième quart d'heure. Michel Cardoz. Alors ça, je crois qu'on doit un mot d'explication aux téléspectateurs quand même. Je vais très bien. Je crois qu'on doit un mot d'explication quand même aux téléspectateurs. Il faut quand même dire, Michel, il faut quand même dire, non, mais rassurez-vous, je vous accorderai la prolongation. Il faut quand même dire aux téléspectateurs que Michel Cardoz a passé 10 ans à l'Humanité et que c'est quand même la première fois, Georges Marchais, que vous êtes interrogé dans cette maison par un journaliste de l'audiovisuel communiste. C'est la première fois, fois. Mais pas seulement dans cette maison, en général, à la télévision. Alors c'est jamais arrivé. C'est quand même un événement et je crois qu'il fallait le dire. Alors Michel, c'est parti. Ça veut dire que je suis prêt à tout et que j'ai pensé à tout, sauf à ça.
Alors ça va être original. Pensez pour vous. Ça va être original. Première question, Georges Marchais. Il y a un mois sur France Inter, vous avez dit « Il est encore trop tôt pour dresser un bilan ». Tout à l'heure, ça m'a beaucoup frappé, vous avez repris le bilan dressé hier par François Mitterrand en disant chaque fois « nous », c'est-à-dire en endossant tout le bilan dressé par François Mitterrand. Vous y êtes revenu à plusieurs reprises, vous avez dit à plusieurs reprises que vous étiez content, vous avez dit à plusieurs reprises « nous sommes bien ». Alors est-ce que je dois déceler, est-ce que les journalistes doivent déceler là une espèce de modification dans votre attitude, que vous abandonnez cette sorte de distance que vous aviez, me semble-t-il, vis-à-vis des résultats de la gauche, distance qui risquait, à mon avis, d'encourager un peu de scepticisme, de défiance, notamment dans l'électorat communiste. Non, je continue de penser qu'il est tôt pour faire un bilan. La majorité est en place législative, est en place pour 5 ans, la majorité présidentielle pour 7 ans. Le programme de François Mitterrand porte sur 7 ans. Nous sommes à la fin de la première année. Il est donc trop tôt pour dresser un bilan d'ensemble. Cependant, nous pouvons déjà quand même porter une appréciation, et c'est ce que je viens de faire tout à l'heure avec Jean Boissonnat, ne m'en tenant pas au problème de la croissance économique, mais examinant aussi les autres aspects de la politique qui a été mise en œuvre. Alors, quand j'ai dit nous nous sentons bien tout à l'heure, nous nous sentons bien dans notre position de membres du gouvernement. Membre de la majorité. Voilà, je veux m'expliquer. C'est très important cette question. On nous présente toujours comme un parti d'opposition. Au fond, le Parti communiste français serait un parti qui, par vocation, devrait toute sa vie être dans l'opposition. Je dis non. Je dis non. Et nous disons non. Le Parti communiste français a aussi vocation à gouverner et à gérer les affaires du pays. Et je crois que nos ministres font la démonstration, aux côtés de leurs collègues, évidemment, mais ils font la démonstration de leur aptitude et de leur capacité. Ils se sentent bien. Est-ce que tous les communistes pensent comme ça, aujourd'hui? Non. Non, c'est clair. Est-ce qu'on peut à la fois lutter et gouverner? Il faut faire les deux. On ne peut pas poser la question, est-ce qu'il faut? Il faut faire les deux. Mais ma question était, est-ce que tous les communistes sont d'accord, et au-delà des communistes, les électeurs communistes sont d'accord pour que ce parti ait pris la décision d'être dans ce gouvernement? Non, ils ne sont pas tous d'accord. Alors je vais m'expliquer là-dessus. Je vais terminer sur la première question parce que je n'ai pas perdu le fil quand même. Nous sommes bien donc au gouvernement dans l'esprit que je viens de dire. Maintenant, nous sommes contents. Non, nous ne pouvons pas dire nous sommes contents, on est satisfait, on saute de joie et on chante tous les soirs. Non. Nous savons qu'il y a près de 2 millions de chômeurs. 2 millions de chômeurs. Il reste une inflation à 12,5%, trop élevée. Il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus. Et je sais qu'il y a dans l'opinion publique des hommes et des femmes qui ont voté pour le changement le 10 mai et qui expriment une certaine déception, parfois du mécontentement. Je le sais, ça. Ça ne veut pas dire que ces gens-là veulent revenir à Giscard. Il n'en est pas question. Mais ils ne sont pas satisfaits. Bien, donc il faut travailler, aller de l'avant dans l'esprit de ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors maintenant, venons-en à nos communistes, là. Globalement, si je puis dire, dans sa base, le Parti communiste, naturellement, approuve la participation des communistes au gouvernement. Sinon, nous venons d'avoir un congrès. Sinon, ça se saurait. Bon, ça se saurait. Et le congrès... Il y a une partie des communistes qui n'approuve pas. Le congrès aurait décidé. Eh bien oui, il y a des communistes... c'est de cela d'ailleurs que nous avons beaucoup parlé lors de la session de notre comité central à Saclay. Quand j'ai dit nous avons des problèmes, pourquoi le cacher? Nous avons des problèmes. Lesquels précisément? Oula, beaucoup de problèmes. D'abord, il y a des problèmes qui touchent à cette question immédiate que vous venez de poser tout à l'heure, à savoir, ils se sentaient mieux dans l'opposition. Ils se sentaient mieux quand l'activité, leur propre activité, celle de leur organisation, était réduite à la contestation. C'est plus facile d'être contre que d'être pour quelque chose. C'est évident, c'est plus facile. Tandis que là, il faut à la fois soutenir une politique donnée et organiser les luttes pour avoir l'appui des travailleurs pour vaincre les résistances que nous rencontrons, en particulier dans les entreprises de la part du patronat. Très bien. Alors comment ça se passe concrètement en bas, là? Si vous aviez un conseil à donner à des communistes ce soir, là, comment ça se passe concrètement pour un communiste d'être à la fois dans la majorité et en même temps organiser la lutte contre le patronat, qu'il soit public ou privé, au fond? Mais je tiendrai le langage, un langage simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je dirais, c'est vrai que les choses ne vont pas aussi vite que vous le voulez, que vous l'espériez. J'ajouterais même, y compris pour des communistes et des électeurs communistes, votre désillusion aujourd'hui
est à la hauteur de vos illusions d'hier. C'est beaucoup plus difficile que vous ne le pensiez. Est-ce que c'est pas parce que vous, est-ce que c'est pas parce Attendez, que vous leur avez attendez, dit, non. il suffira de conquérir le pouvoir pour que la société soit changée? Comment? Est-ce que c'est pas parce que vous leur avez trop longtemps Jamais dit ça, moi. Il suffira de conquérir le pouvoir Jamais pour que dit la société ça. soit changée? Jamais dit ça. Justement, le reproche que je fais à la Constitution actuelle, c'est quand il y a des élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou autres, c'est que ces élections conduisent toujours à on est pour ou on est contre, mais on n'appelle pas les Françaises et les Français à réfléchir et à se déterminer en fonction d'une politique, en fonction d'un programme, en fonction des mesures nécessaires pour sortir le pays de la crise. Alors qu'est-ce que je dis aux communistes là qui se posent des questions, qui pensent peut-être on était mieux, peut-être faudrait mieux retourner dans la majorité, dans l'opposition, qui pensent même au regard, au vu des élections partielles, mais ça ne nous rapporte pas, on ne gagne pas, comme si on pouvait remonter comme ça tout de suite mécaniquement notre influence. Je le dis, réfléchissez camarades, réfléchissez. Est-ce qu'il faut revenir à la politique de Giscard, celle qui a conduit, qui a jeté le pays dans la catastrophe, ou est-ce qu'il faut tenir notre place dans cette majorité-là et faire ensemble tout ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant dans la voie de la solution de la crise? Mais si on pose la question comme ça, la réponse, elle va de soi. Si vous la posez aux Françaises et aux Français qui ont voté à gauche, évidemment, pas à la droite, la réponse va de soi. Ils disent, vous devez rester au gouvernement et vous devez continuer d'agir efficacement pour résoudre les problèmes posés. Alors, dans les raisons qui font qu'il y a une petite partie des communistes, difficile à évaluer, qui est un peu gênée aux entournures en ce moment, est-ce que parmi ces raisons, est-ce qu'il n'y a pas qui réside dans la politique du Parti communiste, disons, dans les 3 dernières années? C'est ce que j'avais envie tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas seulement la question de la participation au gouvernement. Vous savez, évidemment, on n'a pas le temps ici. D'ailleurs, j'ai fait un rapport de 5 heures au Congrès pour expliquer ça, donc on ne peut pas le traiter en un quart d'heure. Mais au fond, on peut résumer de la façon suivante. Depuis 1968, avec Waldeck-Rochet, le Parti communiste français a abordé une mutation profonde. Il s'agit de faire un autre parti communiste aujourd'hui. Non, on n'a pas, le problème n'est pas de faire un autre parti communiste. Le problème qui est posé depuis 68, qui a été posé par Waldeck, et que nous avons conduit à bien avec le 24e congrès. Ça, c'est mon opinion profonde. Et c'est l'opinion aussi, d'ailleurs, d'une écrasante majorité des membres du parti. Ça a été quoi? Ça a été de définir une stratégie conforme à notre époque et conforme à ce que veulent les Françaises et les Français. Ce qu'on appelle construire une société socialiste, parce que c'est ça la réponse à la crise que nous connaissons actuellement, une société socialiste à la française, et par une voie démocratique. Évidemment, nous sommes loin de l'époque où les nôtres, c'est pas une critique, parce que sans doute a-t-il fallu passer par là. Peut-être y a-t-il eu aussi des erreurs. Ça, laissons aux historiens, ils régleront cette question. Mais c'est vrai que c'est une situation fondamentalement différente avec l'époque où ils avaient un modèle en vue. Ils voyaient le modèle soviétique, comme si on pouvait construire chez nous une société socialiste calquée sur ce qu'est le socialisme en URSS. Et aujourd'hui, c'est fini. Ce regard sur le modèle, c'est fini. Absolument. Nous tirons... D'abord, il n'y a pas un modèle. Il y a une grande diversité de sociétés socialistes qui se construisent, qui sont en construction. Eh bien, de ces expériences-là, sans doute des enseignements peuvent être tirés, mais de toute façon, il est exclu de construire chez nous une société socialiste qui ne reposerait pas fondamentalement sur ce qu'est la France et ce que sont les Français. Il ne s'agit même pas d'habiller un type de société socialiste de quelques particularités nationales, c'est beaucoup plus profond que cela. Au fond, Parti communiste français, nous sommes le prolongement du mouvement ouvrier, du vieux parti ouvrier, du Parti communiste né en 1920 et en 1982, nous sommes le Parti communiste qui est capable d'apporter la réponse claire et neuve à la question que se posent les travailleurs et en particulier la jeunesse. Quelle société faut-il à la France aujourd'hui? C'est la réponse de notre congrès. Non, si je comprends bien, vous reprenez à votre compte ce qui a été dit ces mois derniers, à savoir que le Parti communiste et le Parti socialiste sont issus d'un même tronc commun. Vous reprenez à votre compte. Je change de plage. Il y a des grèves d'OS en ce moment. Mais c'est une question sur laquelle j'ai réfléchi et j'ai l'intention d'écrire. Très bien. Je pense qu'en 1920, mais il fallait rompre. C'est vrai qu'il fallait rompre avec le réformiste, avec le vieux parti. Mais sans doute, d'autant que notre parti, nous, est né de la majorité du Parti socialiste. Sans doute, nous n'avons pas pris suffisamment en compte l'acquis. Jaurès
Gued, je m'en réclame. Bien. Alors je reviens, je change de plage. Là. Il y a des grèves d'OS en ce moment dans l'automobile où sont engagés presque exclusivement, je dis presque exclusivement, les ouvriers immigrés sous le regard, les uns approbateurs, les autres neutres, et puis certains aussi hostiles des ouvriers français. Alors qu'est-ce que ça donne à penser au secrétaire général du Parti communiste? Ces grèves et cette apparente division, enfin en tout cas pas grande unité de la classe ouvrière face au patronat de je crois que ces grèves que nous avons connues d'abord chez Citroën et maintenant chez Talbot, elles s'expriment, elles ont un tronc commun, un fond commun là. Hein. C'est une protestation contre des formes d'exploitation, des conditions de travail inhumaines, et contre le fait que dans ces entreprises, il y a une absence totale de liberté syndicale et de démocratie. Alors, les lois et là, au fond, pour ces travailleurs-là, il vient d'y avoir un espèce de révélateur d'un seul coup, la victoire du 10 mai, et ils se disent, maintenant, les conditions existent pour que nous changions ça. C'est ça, le fond du mouvement que nous connaissons actuellement et que nous soutenons. Alors vous dites, ça touche surtout des travailleurs immigrés. Eh, oui, parce que, pas seulement, hein, il y a aussi des travailleurs français, mais les travailleurs immigrés, c'est l'écrasante majorité sur les chaînes, notamment dans les entreprises d'automobile. C'est ce qui explique que, vous savez, il y a 83 nationalités dans ce pays. C'est tout à fait vrai, mais il y a quand même un petit problème, en dehors de la question de la CSL, par exemple, à Talbot, et aussi à Citroën, il y a quand même un petit problème entre, semble-t-il, la main-d'œuvre française et la main-d'œuvre immigrée. On ne voit pas les ouvriers professionnels français, par exemple, se jeter, comme on dit dans le jargon communiste, dans la lutte aux côtés des ouvriers immigrés, en ce moment. Les ouvriers professionnels revendiquent et ils agissent et ils soutiennent ces luttes. Mais c'est vrai que dans les entreprises, il y a des revendications, il y a des situations tellement différentes que les revendications ne sont pas de même nature. Bien. Je change encore de... Vous seriez favorable à une extension des droits civiques des travailleurs immigrés, par exemple, qui votent pour les élections municipales? Non, nous ne sommes pas favorables. Nous pensons que les travailleurs immigrés peuvent être associés, évidemment, dans des communes où ils vivent, on peut les consulter, on peut trouver des formes, etc. Mais nous ne sommes pas favorables au vote des travailleurs immigrés. D'ailleurs, nous constatons que les partis de gauche des pays exportateurs de main-d'œuvre y sont absolument opposés pour une raison bien compréhensible. C'est que faire voter les travailleurs immigrés, ça veut dire les intégrer à la société française. Ces gens-là, ce sont des victimes du capitalisme et ils aspirent à retourner dans leur pays. Ils ne veulent pas être intégrés. Certains souhaitent rester. Alors là, c'est différent. Je change encore de plage. Vous appelez à une manifestation le 20 juin pour le désarmement. 2 remarques à vous soumettre. Première remarque, le texte de l'appel, on peut le considérer comme un peu flou, un peu vague. Peut-être tout le monde peut le signer, ou presque. En tout cas, il ne fait pas allusion nommément ni au SS-20 ni au Pershing. Vous allez nous dire si vous avez une position précise là-dessus. La deuxième remarque, c'est que je ne vois pas dans la liste des signatures qui est publiée presque quotidiennement dans l'Humanité de dirigeants du Parti socialiste. Est-ce que vous avez contacté le Parti socialiste à ce sujet et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Sur cette question, alors, le mot d'ordre, les mots d'ordre, c'est simple, les mots d'ordre. Nous disons qu'il faut arrêter la course aux armements. C'est démentiel, hein. Il faut être plus précis, peut-être, non, s'agissant de l'Europe. Non, c'est démentiel. La course aux armements, c'est démentiel. J'avais tout à l'heure, j'ai vu ça dans la presse, j'ai quand même pris des notes parce que, voilà, Reagan qui vient de déclarer à Londres, il faut engager une croisade pour la liberté, il faut renvoyer les marxistes-léninismes au tas de cendres de l'histoire. Bon, eh bien, ce même Reagan a un budget militaire qui était de 180 milliards en 80, 222 en 82 et 367 en 1986. Eh bien, faut pas oublier que les États-Unis, c'est un pays qui possédait l'arme atomique et qui l'a utilisée à Hiroshima. Par conséquent, la menace d'un conflit nucléaire existe. Il faut donc mettre un terme à la course aux armements. Alors, on nous fait les pires procès. Nous sommes les agents de Moscou, évidemment. Il suffit qu'on... Non, nous nous déterminons... Je dis pas par rapport à vous. Nous ne nous déterminons pas par rapport à l'Union soviétique. Nous disons il faut arrêter la course aux armements. Et il ne faut pas se contenter de geler les armements au niveau où elles sont actuellement. Il faut commencer à prendre des mesures de désarmement. Alors, cela étant dit, nous n'avons aucune illusion. La route qui conduira au désarmement est une route longue,
qui va demander beaucoup d'efforts. En tout cas, qui va demander, c'est une certitude, l'intervention des peuples, l'intervention des masses. Il faut contraindre les fauteurs de guerre, les fabricants d'armement à accepter cette politique nouvelle. Alors, donc, nous sommes contre les SS-20 et nous sommes contre les Pershing et les Cruise. C'est clair, ça. Nous sommes pour le désarmement dans l'équilibre des forces. Nous sommes opposés à ce qu'un pays, quel qu'il soit, que ce soit l'URSS, ou que ce soit les États-Unis, ou que ce soit la France, puisse disposer d'une supériorité militaire sur les autres. Donc, nous sommes pour le désarmement dans l'équilibre, dans la sécurité des États. Autrement dit, moi, vous savez vous dire, vous allez beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Je suis d'accord avec Kennedy aux États-Unis, avec les mots d'ordre de McNamara. Je suis d'accord avec les mots d'ordre des militants du SPD en Allemagne, des Jusos, de la jeunesse socialiste allemande. Je suis d'accord avec les chrétiens à travers le monde. Je suis d'accord avec les forces en Belgique, en Hollande, et en France, qui sous des mots d'ordre, qui sous des formes les plus diverses posent un problème simple. Il faut commencer à désarmer dans la sécurité. Voilà notre politique. Alors en France, il y a 100 personnalités pour le 20 juin, d'opinions très très diverses, et depuis il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, qui appellent à une manifestation. Les mots d'ordre, ce sont ces personnalités qui les ont établis elles-mêmes. Ce sont des mots d'ordre simples. Ce sont des mots d'ordre qui peuvent rassembler tout le monde. Moi, je suis profondément convaincu que dans ce pays, même des gens de droite, ne veulent pas la guerre. Enfin, une guerre atomique, c'est la catastrophe pour l'humanité. Les dépenses d'armement, quand chaque jour il y a tant d'hommes, de femmes, d'enfants qui meurent de faim dans le monde, c'est une honte. Par conséquent, je dis qu'il faut se rassembler sur le mot d'ordre le plus bas possible. Dès l'instant où cela constitue un petit pas vers le désarmement, il faut mettre le pied dans ce pas-là. C'est la politique des communistes. C'est pourquoi nous nous retrouvons et nous nous retrouverons avec tous ceux, même ceux qui sont anticommunistes, qui sont contre le socialisme. Vous êtes pour la paix, nous sommes fondamentalement pour la paix. Nous sommes nés de la guerre, notre parti communiste. Donc, nous sommes pour la paix et nous voulons agir. Alors, le Parti socialiste, nous avons proposé au Parti socialiste d'agir avec nous. Bon, il n'appelle pas pour cette manifestation-là. Il y a des socialistes qui sont signataires parmi les personnalités. Je m'en félicite. Nous avons proposé, il paraît que le Parti socialiste va nous proposer une discussion sur cette question de la paix. Je m'en félicite et je dis nous pouvons très facilement arriver plutôt à un accord. Parce que, je répète, nous voulons la paix. Bon, alors Michel Cardos, vous restez là et nous allons à SVP. Alors, Philippe Arroir, oui, vous avez des questions? Écoutez, depuis 20 heures, le standard est quasiment bloqué en permanence. C'est vous dire le nombre de questions dans lesquelles nous nageons. Alors, il y a des sujets très divers. Je commence tout de suite par deux petites questions. Monsieur Marchais, êtes-vous en bonne santé, demande Monsieur Meunier de Toulouse. Et un autre téléspectateur de Toulouse demande quand allez-vous prendre votre retraite? Premièrement, je suis en excellente santé. Samedi dernier, j'ai fait 70 km en vélo. Des journalistes m'ont rencontré d'ailleurs et ils ont pu constater que j'avais la forme. Je ne suis pas prêt à battre Hinault dans le Tour de France, c'est clair. Mais, parfaite santé. La retraite, je n'y pense absolument pas. Je pense à la lutte politique et je pense surtout à l'effort nécessaire pour remonter l'influence de notre parti. Monsieur Marchais, un très grand nombre de questions concernant le sommet de Versailles. Avec ce thème, que pensez-vous des fastes de Versailles alors qu'il y a tant de chômage? Quelle aurait été la réaction de Monsieur Marchais si Giscard avait organisé les festivités de Versailles? N'est-il pas indécent de voir tout l'argent qui a été dépensé à Versailles? Et il y en a beaucoup d'autres. Ouais, écoutez, je vois bien d'où viennent cette question. Tout d'abord, Giscard, si on fait des comptes de ce qu'il a dépensé inutilement au service du grand capital, eh bien, nous sommes loin de compte. Cela étant dit, bon, eh bien, j'étais pas organisateur, moi, de la réception de Versailles, mais enfin, la France a accueilli
des chefs d'État de différentes nations. On les a accueillis dans un cadre donné. Bon, bah, il faut faire ces choses. Alors peut-être on aurait pu faire un peu moins, peut-être. À la place de François Mitterrand, vous auriez choisi quel cadre? J'y ai pas pensé, hein. Moi je me mets à la place où je suis. Je suis pas un rêveur, moi, vous savez, je suis un réaliste, je suis un matérialiste. Philippe Arroir. Toujours concernant Versailles, plusieurs téléspectateurs nous disent au meeting des jeunesses communistes, Marchais a traité Reagan d'assassin. Dans le même temps, le ministre Fitterman déjeunait avec Reagan. Comment M. Marchais explique-t-il cela? M. Fitterman n'aurait pas dû aller crier contre Reagan le samedi et aller en smoking le dimanche à Versailles. Pose une autre question, c'est un autre téléspectateur. C'est de la petite politique, ça. Charles Fitterman est ministre d'État. Il a été invité à Versailles. Et il a bien fait d'y aller. Moi aussi, j'étais invité. Je m'en suis excusé auprès du président de la République qui m'a fort bien compris parce que j'étais à Ivry avec la jeunesse et je ne pouvais pas être à 7 heures à Versailles. Et je me suis félicité que le président de la République accepte que mon camarade André Lajoigny, secrétaire du parti et président du groupe, me représente. Par conséquent, il était juste que les communistes soient à Versailles. Question, Monsieur Marchais, qui nous a souvent été posée. Je la résume par cette question de Monsieur Roard de Montvilliers dans la Somme. Comment se fait-il que Monsieur Marchais soit contre la participation des fonctionnaires à l'effort national? Ah, mais écoutez, je suis contre le... Tout d'abord, il faut quand même bien voir, il s'agit de la situation de l'UNEDIC. Oui, de l'assurance chômage. De l'assurance chômage. C'est ça la question qui est posée. Oui. Alors, on dit, sous prétexte que les fonctionnaires ont la garantie de l'emploi, ils doivent participer. Bah, oui, ils ont la garantie de l'emploi, mais le petit postier qui a le SMIC ou à peine plus que le SMIC, il faut qu'il participe, lui, à la solidarité. Moi, je dis... Il y a des directeurs généraux de Moi, je dis non. Alors, que l'on examine qu'à partir d'un certain niveau de salaire, il y ait une participation, ça, je ne suis pas opposé, mais en principe, la décision que tous les fonctionnaires, sous prétexte qu'on est fonctionnaire, on doit cotiser pour résoudre un problème que l'on peut résoudre par d'autres moyens. Il y a des hauts revenus qu'il faut frapper. Il y a des dépenses excessives que l'on peut réduire. J'ai des propositions, nous n'avons pas le temps maintenant, mais je vais les publier. J'ai des propositions qui permettraient tout de suite de trouver 12 milliards. Vous voyez, c'est pas négligeable. Il y a 37 milliards de trous. Hein. Oui, mais il faut trouver... Mais d'abord, il faut réduire le chômage aussi. Voilà. Effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Monsieur Marchais, autre question? Oui, nous avons eu énormément de questions sur les conflits sociaux, vous en avez déjà parlé, mais il y en a une que je trouve très intéressante. Depuis la victoire de la gauche, les luttes de classe au sein des entreprises sont-elles menées de manière différente? C'est un magasinier qui nous pose cette question. Depuis la victoire de la gauche, les luttes de classe au sein des entreprises sont-elles menées de manière différente? Je vais même bien au-delà des entreprises. J'ai dit que la victoire du 10 mai n'avait pas supprimé la lutte des classes en France. Ça, vous savez, c'est comme Karl Marx est mort, nous avons entendu ça et nous entendons toujours ça. Karl Marx, il est bien vivant. Évidemment, beaucoup de choses ont changé, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais la lutte de classe, elle n'a pas disparu avec la victoire du 10 mai. Et dans les entreprises, l'expérience montre que les travailleurs, s'ils n'agissent pas, ils n'arrivent pas à imposer au patronat même certaines décisions gouvernementales. Les 39 heures, par exemple, sans diminution de salaire, il a fallu la lutte des travailleurs pour l'imposer. Et croyez-moi, les droits nouveaux que les travailleurs vont conquérir, dont nous discutons en ce moment à l'Assemblée nationale, la loi ne suffira pas, il faudra l'imposer à un patronat qui est un patronat rétrograde, vous le savez. Vous êtes satisfait des 39 heures? Vous estimez que ça a créé des emplois? C'est une étape. C'est une étape, les 39 heures. Monsieur Marchais, à la suite des conflits chez Talbot, chez Citroën, on nous pose énormément de questions concernant les immigrés. Et on vous pose la question souvent très brutalement en disant, lorsque l'on parle de tant de chômeurs en France, Monsieur Marchais trouve-t-il normal que nous offrions tant d'emplois aux immigrés? On nous demande de temps en temps même si on ne devrait pas les renvoyer chez eux. Oui, c'est une plaisanterie, ça. Pas de poser cette question au Parti communiste français. Le Parti communiste français, nous avons chez nous les travailleurs immigrés qui, à l'époque où l'économie française marchait bien,
ont contribué d'une manière importante à accroître les richesses de la France. Ces travailleurs immigrés, ils sont ici. Quand il y a le chômage, on ne peut pas les renvoyer chez eux. On ne peut pas dire aux immigrés, c'est bien que vous soyez chez nous et que vous travaillez quand les choses vont, mais quand les choses ne vont plus, alors on vous renvoie chez vous. Nous disons, ces travailleurs immigrés, ils doivent ici bénéficier des mêmes avantages quand ils sont au chômage que les autres. Mais il y a longtemps que nous avons dit, nous, il faut arrêter l'arrivée de la main-d'œuvre immigrée quand le chômage a commencé à s'accroître dans des proportions aussi considérables. Or, à l'époque, on nous a traités de racistes. Nous avions raison. Nous avons toujours dit, il ne faut pas faire venir des travailleurs immigrés pour en faire des chômeurs. Voilà, nous avons donc une politique claire dans cette affaire. Monsieur Marchais, la hausse du prix de l'essence nous permet de vous poser beaucoup de questions. Alors par exemple celle-ci, avant que le Parti communiste soit dans le gouvernement, Monsieur Marchais parlait toujours des multinationales pétrolières françaises qui faisaient des bénéfices. Et maintenant, on n'en entend plus parler. Et puis cette autre question, pourquoi avoir laissé augmenter l'essence alors que vous étiez contre avec l'autre gouvernement? Et puis j'ai énormément de fiches sur ce même thème, si je puis dire. Je n'ai pas changé d'opinion sur les problèmes de l'essence. Pas changé d'opinion sur un fameux débat que j'ai eu avec Fourcade. Ce que j'ai dit à l'époque reste entièrement valable. Et je considère effectivement, et je l'ai dit, et je pense d'ailleurs que je ne suis pas le seul à penser ainsi à gauche, que certaines décisions concernant l'essence n'étaient pas très bien venues. On peut ne pas augmenter. Je sais bien que maintenant, avec le dollar, la hausse constante du dollar, ça pose problème. Mais, vous savez, les profits que réalisent les sociétés pétrolières, les multinationales, ces profits-là restent. Et d'autre part, les taxes sont très importantes sur l'essence. Par conséquent, je dis que nous atteignons maintenant un seuil, il faut arrêter. On ne peut pas continuer d'augmenter le prix de l'essence. Ça aura des conséquences obligatoires sur l'industrie automobile française notamment. Alors un dernier retour à SVP. Monsieur Marchais, beaucoup de téléspectateurs veulent vous entendre parler visiblement de l'école libre. Ils vous posent la question, que pensez-vous des écoles libres? Quelle est votre position face au problème de la liberté d'enseignement? Quelle est la position du PC vis-à-vis des lois Debré et Germer, etc. Nous sommes pour un grand service public, laïque, gratuit. Voilà la position qui est la nôtre. Et naturellement pluraliste. Mais cela ne signifie pas, évidemment, que nous entendons nous opposer à ce que des gens qui veulent envoyer leur enfant à l'école libre puissent le faire. Nous sommes pour la liberté. Mais nous sommes pour un grand service laïque, public, gratuit et pluraliste, j'ai dit à l'instant. Mais je suis bien content que vous me posiez cette question. J'en ai beaucoup parlé dimanche en m'adressant à la jeunesse. Je dis, et je l'ai dit aux dirigeants de la Fédération d'éducation nationale que j'ai reçu lundi, je dis, la jeunesse, les parents, les enseignants sont tous placés devant un grand problème. L'école connaît une crise profonde. On ne peut pas être satisfait de l'enseignement qui est donné aujourd'hui à nos enfants. D'une part, il ne correspond pas au progrès scientifique et technique, aux exigences de la société, et d'autre part, il ne correspond pas à ce que veut et souhaite la jeunesse. Par conséquent, je dis il faut réformer fondamentalement. Il faut une mutation profonde du système d'enseignement français. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne les enseignants, je répète, mais aussi les parents et les jeunes. Les jeunes, ils veulent être consultés. Ils ont raison, moi je les soutiens. Alors j'ai vu votre geste, Philippe Arroir, vous avez une dernière question? Oui, j'ai une dernière question. Elle n'est pas encore tout à fait d'actualité, c'est un peu comme dans le film C'est arrivé demain, mais je vous la pose, monsieur Marchais. De quel côté pencherait votre cœur si la Coupe du Monde était un match URSS-France? France, évidemment. France, évidemment. Voilà, alors et ce n'est nullement contradictoire. Si on veut opposer le fait que le communiste que je suis n'oublie pas que la révolution a commencé en Union soviétique, en 1917, que je n'oublie pas le rôle, je l'ai rappelé dimanche dernier, qu'a joué l'Union soviétique dans l'écrasement de l'hitlérisme, les 20 millions de morts. Moi, je suis pour la belle et bonne alliance, dans le respect de l'indépendance de chaque pays, dans l'intérêt mutuel. Je n'oublie pas ces choses-là.
Mais cela étant dit, je suis un bon Français. Et sur le terrain de football, et je vais d'ailleurs y aller à Madrid, évidemment, s'il y avait une telle finale, j'y serais. Croyez-moi, l'équipe de France aura mon appui. Sans chauvinisme, parce que là, je me place sur le plan sportif. Je suis pour que le meilleur gagne. Mais je souhaite qu'en l'occurrence, le meilleur, il soit français. Oui, vous serez même à Bilbao avant d'aller à Madrid, Je d'ailleurs. serai à Bilbao avant, oui, c'est vrai, Valladolid après. D'accord. Bon, vous avez 1 minute pour conclure, Monsieur Marchais. Ben, je pense que cette émission est intéressante. Les questions qui m'ont été posées par les journalistes m'ont permis, au pas de charge évidemment, mais ça passe vite, 4 quarts d'heure, 1 heure, de faire le point. On a dépassé. De faire le point sur l'ensemble des questions. Alors, il y a une question qui n'a pas été posée, que vous aviez évoquée dans votre présentation. C'est la santé du Parti communiste français. Eh bien, j'ai évoqué tout à l'heure les problèmes qui se posent. Il ne nous échappe pas, ces problèmes. Beaucoup de problèmes. Ce qui ne serait pas naturel, c'est qu'ils ne se posent pas. Que les communistes ne se posent pas de questions quand ils doivent participer au gouvernement et à la majorité alors qu'ils ont vécu 58 ans plus même dans l'opposition, ça serait anormal. Que les communistes, nos électeurs, ne se posent pas de questions quand nous avons opéré ces mutations profondes dans notre politique, dans notre stratégie, dans notre façon d'aborder la construction du socialisme, notre conception du socialisme, dans notre conception d'un nouvel internationalisme, c'est-à-dire le rapport avec toutes les autres forces, les partis communistes et ouvriers, mais aussi les autres forces, partis socialistes, partis social-démocrates, chrétiens. Que les communistes ne se posent pas de questions, ce serait une anomalie. Il est normal. Le Parti communiste français est en mutation profonde. Seulement, je vais dire ceci, voilà. Nous avons une bonne politique. Nous venons de tenir un grand congrès. C'est pas un achèvement, parce qu'il y a des choses qui vont continuer de se poser, des problèmes, et il va falloir les résoudre. Mais le 24e congrès constituera sans aucun doute une étape extrêmement importante dans l'histoire et dans la vie du parti. Et c'est pourquoi vous aviez parlé de santé tout à l'heure. J'ai dit que ma santé était excellente, mais je dis que la santé du parti aussi est bonne. Pour ça, sans doute, nous n'avons pas obtenu les résultats mauvais que nous avons obtenus. Nous avons perdu de l'influence. Ça nous a fait mal, et ça nous fait mal. Et nous pensons tous, et nous travaillons tous à la remontée de notre influence. Mais j'ai une confiance extraordinaire dans cette remontée. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il est un critère qui, en fin de compte, est toujours décisif en toutes circonstances. C'est le critère de la pratique. Or maintenant, les Français, ils nous voient. On leur avait dit, les communistes au gouvernement, vous aurez plus vos journaux le lendemain matin, vous n'aurez pas de pain, vous serez au chômage, vous serez dans les camps de concentration, et j'en oublie, et des meilleurs. Les gens, ils s'aperçoivent que les communistes sont au gouvernement, ils ont des journaux, ils ont du pain, etc. Bon, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus, mais enfin, ils s'aperçoivent que l'apocalypse qu'on avait prévu n'a pas eu lieu. Et ils nous voient maintenant sur le terrain, avec notre politique. Seulement, ils ne nous voient pas assez. Et c'est ça, mon adresse aux communistes, aux camarades. Il faut, camarades, que les gens nous voient plus tels que nous sommes, avec notre politique, et que nous soyons actifs à la mise en œuvre de la politique nouvelle. Ce soir, les Français vous ont vu, Georges Marchais. Alors, c'était l'heure de vérité. Prochain invité, Jacques Chirac, le 24 juin. Bonsoir.